Acte 2. Un grand salon dévasté dans un hôtel ancien. Au milieu de la pièce, une échelle double qui a servi aux cambrioleurs. Au fond, face au public, une fenêtre grande ouverte dont les volets sont brisés. L'un des volets est à moitié arraché et pend. Sur le rebord de la fenêtre, les montants supérieurs d'une échelle apparaissent. Un guéridon enjambe la fenêtre. La fenêtre donne sur les jardins de l'hôtel et sur une maison en construction. Des chaises renversées. Au mur à gauche et à droite, galerie de tableaux, mais avec des vides. Dans chaque vide, le nom d'Arsène Lupin est inscrit à la craie bleue. Scène 1. Le commissaire, le duc, le juge, le serrurier. Oui, vous avez raison, monsieur le duc. C'est dans cette pièce que les cambrioleurs ont le mieux travaillé. Ce n'est pas étonnant, monsieur le commissaire. C'est ici que monsieur Gournay-Martin avait réuni ses plus précieuses collections. Puis il y avait aux portes des tapisseries flamandes du XVe siècle, des merveilles, une composition charmante de vieilles teintes fondues et colorées à la fois. On voit que vous les aimez, monsieur le duc. Fichtre, d'autant plus que je les considérais comme déjà à moi. C'était le cadeau de noces personnel que m'offrait mon beau-père. Nous les retrouverons. Soyez persuadé qu'un jour ou l'autre... Oh, je vous en prie, monsieur le duc, ne touchez à rien. Il est nécessaire que le juge d'instruction se rende compte par lui-même. Le moindre objet dérangé peut le dérouter. Vous avez raison. Ce qui m'inquiète, c'est la disparition de Victoire, la femme de charge. Moi aussi. 9h30, le juge d'instruction ne peut plus tarder. Non, il sera ici dans quelques minutes. Dès votre arrivée au commissariat, j'ai envoyé un express au parquet avec un rapport sommaire, la lettre d'Arsène Lupin ou du soi-disant tel, l'escroquerie des automobiles, bref, le résumé de vos déclarations et de vos premières découvertes. À l'heure qu'il est, le juge d'instruction en sait presque autant que nous. Évidemment, j'ai téléphoné aussi à la préfecture de police. Et à la sûreté ? La sûreté est un des services de la préfecture. Ah, je ne savais pas. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que, de mon côté, je téléphone à Guerchard? L'inspecteur principal? Oui, mon futur beau-père m'en avait prié. Guerchard... 673-45. Merci. Allô? 673-45. Alors, vous ne croyez pas que Lupin soit l'auteur du vol? Non, et d'ailleurs, j'espère bien que non. Pourquoi? Parce que si, par malheur, c'était Lupin, je craindrais fort qu'on ne retrouve pas la piste de ce gaillard-là. Pas libre. Veuillez me ressonner, mademoiselle. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas Lupin? Lupin ne laisse pas de traces, et ces traces-là sont très grossières. Mais la lettre qu'a reçue hier soir mon futur beau-père, et ses signatures à la craie bleue. À la craie bleue, car c'est de la craie de savon. Oh, monsieur le duc, ça peut être imité. Un moyen pour dépister les soupçons. Voilà 3 fois qu'on nous fait le coup. L'agent entre avec le serrurier. C'est fini, monsieur le commissaire. Nous avons ouvert toutes les portes. Et vous les avez refermées? Voici les clés. Les serrures des portes qui étaient fermées à clé vous ont-elles paru intactes? À moins qu'on ait eu des clés de rechange, je réponds qu'on n'y a pas touché. Donc il n'y a rien de fracturé. Rien. Bizarre. En tout cas, les cambrioleurs connaissent la place. Ils semblent n'avoir pénétré que dans les parties de l'hôtel où ils étaient sûrs de trouver des objets de prix. Bon. L'agent et le serrurier se retirent. Je vous demande pardon, quel est encore le numéro de Guerchard? 673-45. Merci. 673-45. Guerchard va être stupéfait quand il saura. Allô, je suis chez monsieur Guerchard. Monsieur Guerchard lui-même. Le duc de Charmerace. On a cambriolé l'hôtel de mon futur beau-père. Hein, comment? Vous saviez déjà? Vous vous prépariez à venir. Ah, mais... Parfait. Oui, le nom de Lupin, mais le commissaire a des doutes. Je vous en prie, n'est-ce pas? Monsieur le juge d'instruction va monter. Le juge d'instruction, c'est monsieur Formerie. Oui, c'est un juge d'instruction remarquable, paraît-il. On vous a dit qu'il était remarquable? Il ne l'est pas? Si, seulement jusqu'ici il n'a pas eu beaucoup de veine. Chacune de ses instructions s'est transformée en erreur judiciaire. Tenez, le voici. Le juge entre, très important, et l'air très affairé. Monsieur le duc de Charmerace.
Monsieur le duc, je suis désolé, je suis tout à fait désolé. Fichtre, le volet brisé. On est entré et sorti par là. Oui, c'est certain. On vous a bien dévalisé, monsieur le duc. Oui, c'est bien ce que vous m'avez écrit, commissaire. Arsène Lupin. Ça ne va pas recommencer alors, cette plaisanterie. Je crois que cette fois, monsieur le juge, plaisanterie est le mot, car c'est un cambriolage pur et simple. Escalade, effraction... Le juge va vers la fenêtre, puis vers le coffre-fort. Souhaitons-le. Oui, en effet, les traces sont trop grossières. On n'a pas touché au coffre-fort, à ce que je vois. Non, heureusement. C'est là, je crois, du moins ma fiancée le croit, que mon beau-père enferme la pièce la plus précieuse de sa collection, un diadème. Son fameux diadème de la princesse de Lamballe. En effet. Mais d'après votre rapport, commissaire, la lettre signée Lupin annonçait pourtant ce vol-là. Formellement. C'est une preuve de plus, monsieur le juge, que nous n'avons pas affaire à Lupin. Ce bandit-là aurait mis sa menace à exécution. Qui donc gardait la maison? Les 2 concierges et une femme de charge. Oui, pour les 2 concierges, je sais, je les ai interrogés tout à l'heure. Vous les avez trouvés ficelés et bâillonnés dans leur loge. Oui, monsieur le juge, et toujours l'imitation de Lupin. Bâillon jaune, corde bleue, et sur un bout de carton cette devise « Je prends, donc je suis ». On va encore se payer notre tête dans les journaux. Je voudrais bien voir la femme de charge. Où est-elle? C'est que, monsieur le juge... Quoi? Nous ne savons pas où elle est. Comment, vous ne savez pas? Non, nous ne l'avons trouvée nulle part. Mais c'est excellent, ça c'est excellent. Nous tenons un complice. Oh, je ne crois pas. Tout au moins, mon futur beau-père et ma fiancée avaient en elle la plus grande confiance. Hier encore, Victoire nous téléphonait au château. Elle avait la garde de tous les bijoux. Eh bien, ces bijoux, ils ont été volés, cambriolés? On n'y a pas touché. On n'a cambriolé que les 2 salons et cette pièce-ci. Ça, c'est très embêtant. Je ne trouve pas. Oui, enfin, je me plaçais à un point de vue professionnel. On n'a pas bien cherché. Elle doit être quelque part, la femme de charge. A-t-on regardé dans toutes les pièces? Oh, dans toutes les pièces, monsieur le juge. Diable, diable, pas de lambeaux de vêtements, pas de traces de sang, pas de crime, rien d'intéressant. Rien, monsieur le juge. Regrettable. Où couchait-elle? Son lit est défait? Elle couchait en haut, au-dessus de la lingerie. Le lit est défait, et il semble qu'elle n'ait pas emporté de vêtements. Extraordinaire. Cette affaire-là m'a l'air compliquée. Aussi ai-je téléphoné à Guerchard. Il va venir. Oui, vous avez bien fait. Monsieur Guerchard est un bon collaborateur. Un peu énervant, un peu fantaisiste, un peu visionnaire, bref, un toqué. Mais quoi, c'est Guerchard. Seulement, comme Lupin et sa bête noire, il trouvera encore moyen de nous embêter avec cet animal-là. Vous allez voir encore mêler Lupin à tout cela. Dame, Il regarde les signatures. on l'y mêlerait à moins. Monsieur le juge, croyez-moi, c'est surtout en matière criminelle qu'il faut se défier des apparences. Oh non, je vous en prie, ne touchez à rien. Oh, ce n'est qu'un livre. Tiens, Quoi donc? ça n'a peut-être pas d'importance, mais c'est certainement un livre que les voleurs ont fait choir de cette table. Eh bien, Il y a une trace de pas sous ce livre. une trace de pas sur un tapis? Oui, le plâtre se voit sur un tapis. Le juge se baisse, le commissaire reste accroupi près de lui. Du plâtre? Pour quelle raison? Supposez que les voleurs venaient du jardin. Je le suppose. Eh bien, au bout du jardin, il y a une maison en construction. C'est vrai. Dites toute notre pensée. Continuez. Si les cambrioleurs ont essayé d'effacer les traces de pas sur le tapis, ils ont oublié de les effacer là où se trouvaient les objets que, dans leur hâte, ils avaient fait tomber. Oui. Et si en effet les cambrioleurs sont entrés par la fenêtre ou sortis par là, je ne serais pas étonné que, sous ce coussin... Vous ne seriez pas étonné de trouver une trace de pas? Non,
Vous ne seriez pas étonné, mais moi, je suis sûr. Oh. J'en suis sûr, et la preuve. Il se baisse et soulève lentement le coussin. Regardez. Il regarde le duc. Vous vous êtes trompé, monsieur le duc, il n'y a rien. Enfin, il y a toujours un guéridon qui enjambe cette fenêtre. Et une échelle, monsieur, et cette échelle vient de la maison en construction. Je poursuivrai l'enquête de ce côté. Monsieur le juge, ce sont les domestiques qui arrivent de Bretagne. Qu'ils attendent dans la cuisine et dans les offices. L'agent sort. Le juge consulte les papiers que le greffier lui a remis. J'ai quelques questions à vous poser, monsieur le duc. Regarde le rapport. J'ai vu qu'hier soir au château, avant même l'escroquerie des automobiles, vous aviez déjà surpris un vol, ou tout au moins une tentative de vol. Un des escrocs avait voulu prendre un pendentif. Oui, mais le malheureux suppliait. Alors ma foi, je le regrette maintenant. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le juge, que cette escroquerie ait un rapport avec le cambriolage de cette nuit? Oh, du tout, aucun. Le juge regarde le rapport. Vous êtes arrivé à 6h30 et, naturellement, personne ne vous a ouvert quand vous avez sonné à l'hôtel. Naturellement. Aussitôt, j'ai réveillé un serrurier, j'ai été chercher le commissaire et c'est avec eux que j'ai pénétré dans la maison. Je crois avoir bien fait, n'est-ce pas? Vous avez agi de la façon la plus correcte, je vous en félicite. Eh bien maintenant, nous n'allons pas attendre Guerchard, nous allons interroger les concierges. Scène 2. Le juge, le commissaire, le duc, la concierge, le concierge. Entrez, ne vous troublez pas, asseyez-vous. Voyons, vous êtes remis? Vous êtes en état de répondre? Oh oui, on nous a un peu bousculés, mais on ne nous a pas fait de mal. On a même pris son café au lait. Oh oui. Alors, tant mieux. Voyons, vous dites qu'on vous a surpris pendant votre sommeil, mais que vous n'avez rien vu ni entendu. Dame, on n'a pas eu le temps, ça a été fait. On n'aurait pas pu dire ouf. Vous n'avez pas entendu des bruits de pas dans le jardin? Oh, monsieur le juge, de notre loge, on n'entend rien du jardin. Même la nuit, quand monsieur avait son chien, le cabot réveillait toute la maison. Il n'y avait que nous qui dormions bien. S'ils dormaient aussi bien, je me demande pourquoi on les a bâillonnés. Voyons, vous n'avez pas entendu de bruit à la porte? À la porte? Rien. Alors, de toute la nuit, vous n'auriez rien entendu du tout? Ah, si. Dès que nous avons été bâillonnés, n'est-ce pas? Oh, mais c'est important, ça. Et d'où venait ce bruit? Eh ben, d'ici. La loge est juste en dessous. Et quel genre de bruit? Des bruits sourds, des bruits de pas, et comme si on cassait des meubles. Vous n'avez pas entendu des bruits de lutte, des cris, comme si on entraînait quelqu'un? Non. Vous en êtes bien sûr? Oui. Il y a combien de temps que vous êtes au service de monsieur Gournay-Martin? Il y a un an. C'est bien, je vous reverrai tout à l'heure. L'agent entre et remet une liasse de papier au juge. Attendez. Mais, dites donc, je vois que vous avez été condamné 2 fois. Monsieur le juge, mais... Mon mari est un honnête homme, monsieur. Vous n'avez qu'à demander à monsieur le duc. Je vous en prie. Vous avez eu une première condamnation à 1 jour de prison avec sursis et une deuxième condamnation où vous avez fait 3 jours de prison. Oui, regardez. Dame, monsieur le juge, je ne peux pas nier, mais c'est de la prison honorable. Comment? Oui, monsieur le juge. La première fois, j'étais alors valet de chambre. Et c'est pour avoir crié le 1er mai « Vive la grève !» Vous étiez valet de chambre chez qui? Chez monsieur Jaurès. Ah bon. Et votre deuxième condamnation? C'est pour avoir crié sur le seuil de Sainte-Clotilde « Mort aux vaches !» Vous serviez alors chez monsieur Jaurès? Non, chez monsieur Baudry-Dasson. Vous n'avez pas de conviction politique bien arrêtée. Si, je suis dévoué à mes maîtres.
C'est bien, vous pouvez vous retirer. Ces imbéciles-là disent l'absolue vérité ou je ne m'y connais plus. Oh, je crois que ce sont de braves gens. Sur ce, commissaire, nous allons visiter la chambre de Victoire. Ce lit des faits ne m'inspire qu'une médiocre confiance. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille. Hein. Je vous accompagne? Je ne suis pas indiscret. Vous plaisantez. Tout ceci vous touche d'assez près. Ils sortent, la scène reste vide un moment. Scène 3. Guerchard, un agent. Je vais prévenir monsieur le juge de l'arrivée de monsieur Guerchard. Non, non, c'est pas la peine. Ne dérangez personne pour moi. Je n'ai aucune importance. Oh! Aucune. Ah, pour l'instant, c'est le juge d'instruction qui est tout. Je ne suis qu'un auxiliaire. Le juge d'instruction et le commissaire visitent la chambre de la femme de charge. C'est tout là-haut. On prend l'escalier de service, on tourne par le corridor. Monsieur l'inspecteur veut-il que je l'y mène? Non, non, je sais où c'est. Ah? Oui. J'en viens. Ah! Monsieur Guerchard est plus malin à lui tout seul que tous les juges d'instruction réunis. Oh, il ne faut pas dire ça, mon ami. Je ne puis pas vous empêcher de le penser, mais il ne faut pas le dire. Il se dirige vers la fenêtre. L'agent montre l'échelle. Monsieur l'inspecteur a remarqué. Il est possible que c'est par cette échelle que sont arrivés et repartis les cambrioleurs. Merci, mon ami, merci. Ils ont même laissé un guéridon sur le rebord de la fenêtre. Oui, merci. Et on ne croit pas que ce soit Lupin. On croit que c'est un truc. Je vous remercie. Monsieur Guerchard n'a plus besoin de moi? Non, au contraire. Guerchard, resté seul, allume une cigarette, va vers le coffre, puis ramasse un bouton qu'il examine, tout en restant accroupi. Il se dirige jusqu'à la cheminée, jette un regard sous le paravent, se relève en souriant comme s'il comprenait, va vers le livre, le soulève, voit des traces de plâtre, calcule la distance vers la fenêtre à l'aide de pas égaux, examine les traces de plâtre qui sont sur la fenêtre, pareilles à celles qui sont sous le livre, aperçoit les maisons en construction, enjambe et disparaît au premier mot du juge qui revient. Scène 4. Le duc, l'agent, puis Gournay-Martin, Germaine, puis Guerchard. C'est certain, le désordre de la chambre et du lit est voulu. Nous tenons un complice. Nous aurons au moins cette bonne nouvelle à annoncer à M. Gournay-Martin. À propos, à quelle heure arrive-t-il? Je ne sais pas, il devait prendre le train de 8h12. Ils arriveront toujours assez tôt. Messieurs, c'est la famille. Gournay-Martin arrive par la porte de gauche avec Germaine. Misérable! Il va vers le petit salon. Bandit! Il revient, voit le reste de la pièce. Canaille! Papa, ne crie plus, tu es enroué! Oui, ça ne sert à rien. Mon mobilier Louis XIV, tous mes tableaux, mes merveilleux tableaux! Monsieur Gournay-Martin, je suis désolé, je suis tout à fait désolé. Gournay-Martin le regarde en hochant la tête. Monsieur Formery, juge d'instruction. C'est une tragédie, monsieur le juge. C'est une tragédie. Oh, ne vous désolez pas, nous les retrouverons, vos chefs-d'œuvre. Et puis quoi, ils auraient pu faire pire. Votre diadème n'a pas été enlevé. Non, on n'a pas touché à ce coffre-fort. Voyez, il est intact. C'est ça qui m'est égal. Il était vide. Vide, mais votre diadème... Gournay-Martin se retourne vers le juge. Ah, mon Dieu, on me l'a pris. Mais non, puisque ce coffre-fort... Mais le diadème n'a jamais été dans ce coffre-là. Il était... A-t-on cambriolé ma chambre? Non. On n'a pénétré dans aucun des appartements du premier. Ah, alors je suis tranquille. Le coffre-fort dans ma chambre n'avait que 2 clés. En voici une, et l'autre est dans ce coffre-fort-là. Vous voyez? Je vois qu'on m'a dévalisé, pillé. Où est Guerchard? Avez-vous une piste, un indice? Oui, Victoire, la femme de charge.
Victoire? Où est-elle? Elle a disparu. Disparue? Mais il n'y a plus une seconde à perdre. Il faut... Voyons, calmez-vous, calmez-vous. Je suis là. Oui, calmez-vous, voyons. Vous avez raison. Je suis calme. Nous avons tout lieu de croire qu'il y a d'autres complices, que ce cambriolage a été préparé de longue main et à coup sûr par des gens qui non seulement connaissent votre maison, mais encore sont au courant de vos habitudes. Oui. Je désirerais savoir si auparavant il n'y a jamais eu de vol commis chez vous. Vous a-t-on déjà volé? Il y a 3 ans. Je sais. Mais depuis, ma fille, elle, a été volée. Ah! Oui, depuis 3 ans. Ah, par exemple, mais il eût fallu nous prévenir. C'est très intéressant. Voyons, c'est capital. Et c'est Victoire que vous soupçonnez. Oh, non! Les 2 derniers vols ont été commis au château, et Victoire se trouvait à Paris. Tant mieux, tant mieux. Voici qui confirme notre hypothèse. Laquelle? Laissez. Eh bien, voyons, mademoiselle, ces vols ont commencé chez vous il y a 3 ans. Vers le mois d'octobre. Et c'est au mois d'octobre 1905 que M. Gournay-Martin, après une première lettre de menace, était, comme aujourd'hui, victime d'un cambriolage. Ah oui, les canailles. Il serait donc intéressant de savoir quel est celui de vos domestiques qui est entré à votre service il y a 3 ans. Victoire n'est chez nous que depuis 1 an. Précisément, mademoiselle, quel est le dernier vol dont vous avez été victime? Il remonte à 2 mois. On m'a volé une broche avec des perles et pouvant former pendentif. Un peu comme le pendentif que vous m'avez donné, Jacques. Ah, pourrais-je voir ce pendentif? Oui. Et vous l'avez, n'est-ce pas? Je l'ai, j'ai l'écrin. Comment l'écrin? Oui, l'écrin était vide. Vide? Non, c'est impossible. À peine étiez-vous sorti, j'ai ouvert l'écrin sur le chiffonnier et il était vide. Ce pendentif, ne l'aviez-vous pas déjà surpris aux mains du jeune Charolais? Oui, 3/4 d'heure auparavant, il pouvait être 6 heures. Je réponds qu'à 7h30, quand je suis montée m'habiller, 10 minutes avant de partir, le pendentif était dans l'écrin, sur le chiffonnier. Un vol, on l'a volé. Mais non, c'est Irma, certainement, qui l'aura emporté pour vous. Ou bien mademoiselle Kritchnoff. Oh, pas mademoiselle Kritchnoff, toujours, puisqu'elle m'a dit dans le train, pourvu que le duc n'ait pas oublié d'emporter votre pendentif. Alors c'est Irma. Irma! Irma! Mademoiselle? Ah, justement, Irma. Non, pardon. Mademoiselle, approchez, ne vous troublez pas. Avez-vous emporté le pendentif pour votre maîtresse? Moi? Non, monsieur. Vous en êtes sûr? Dame, oui, monsieur. D'ailleurs, est-ce que mademoiselle ne l'avait pas laissé sur le chiffonnier? Comment savez-vous ça? Parce que mademoiselle, en partant, a crié à monsieur le duc d'emporter l'écrin. Même que j'ai fait la réflexion que c'était peut-être mademoiselle Kritchnoff qui aurait pu le mettre dans son sac. Mademoiselle Kritchnoff? Dans quel but? Dans le but de le rapporter pour mademoiselle. Et pourquoi aviez-vous pensé cela? Parce que j'avais vu mademoiselle Kritchnoff devant le chiffonnier. Ah, et c'est sur le chiffonnier qu'était le pendentif. Oui, monsieur. Vous êtes au service de mademoiselle depuis longtemps? Depuis 6 mois, monsieur. C'est bien, vous pouvez vous retirer. Non, par ici, j'aurai peut-être besoin de vous tout à l'heure. Nous allons interroger mademoiselle Kritchnoff. Mademoiselle Kritchnoff est au-dessus de tout soupçon. Oui, c'est mon avis. Mademoiselle Kritchnoff est entrée chez vous depuis combien de temps, mademoiselle? Tiens. Quoi donc? Il y a précisément 3 ans. Précisément au moment où les vols ont commencé. Oui. Priez mademoiselle Kritchnoff de venir. Bien, monsieur. Non, je sais où elle est, je vais la chercher. Il va pour sortir. Guerchard apparaît au haut de l'échelle. Ah, mais non! Hein? Jean, allez-y. Pardon, mais
Guerchard descend de l'échelle. Ne vous froissez pas, monsieur le duc, mais monsieur le juge est de mon avis. Ce serait tout à fait irrégulier. Il va vers le juge et lui donne la main. Mais monsieur... Monsieur Guerchard, inspecteur principal de la sûreté. Ah, enchanté. Nous vous attendions avec impatience. Ils se donnent la main. Que faisiez-vous donc sur cette échelle? J'écoutais, et je vous félicite. Vous avez mené l'enquête d'une façon remarquable. Nous différons d'avis sur 2 ou 3 petits points, mais c'est remarquable. Monsieur Gouret-Martin, mon cher commissaire... Ils s'installent autour de la table. L'agent de police entre et vient dire quelques mots au juge. Elle sortait donc? Elle demandait à sortir. Monter dans sa chambre et fouiller sa malle. Non, c'est pas la peine. Ah, ce n'est pas la peine. Scène 5. Les mêmes, Sonia. Sonia est entrée. Elle a gardé son costume de voyage et son manteau sur le bras. Elle s'arrête, étonnée. Approchez, mademoiselle. Mademoiselle... Voulez-vous me permettre? Le juge s'efface et lui tourne le dos. Mademoiselle, il se passe un fait sur lequel monsieur le juge a besoin de quelques renseignements. On a volé le pendentif que monsieur le duc a donné à mademoiselle Gournay-Martin. On a volé? Vous êtes sûr? Absolument. Le vol s'est produit dans des conditions très déterminées. Mais nous avons tout lieu de supposer que le coupable, pour n'être pas pris sur le fait, a caché le bijou dans le sac ou la valise d'une autre personne, de sorte que... Ma valise est dans ma chambre, monsieur. Voici la clé. Pour prendre la clé qui est dans son sac, elle dépose son vêtement sur le canapé. Il glisse à terre. Le duc, qui ne l'a pas quitté des yeux, s'approche, ramasse le vêtement, fouille dans les poches, en retire un papier de soie, le déplie, trouve le pendentif, remet le papier, pose le vêtement et s'éloigne. Oh, c'est absolument inutile. Vous n'avez pas d'autres bagages. Si, ma malle. Elle est là-haut, ouverte. Mais vous alliez sortir, je crois. Je demandais la permission, 2 ou 3 courses à faire. Monsieur le juge, vous ne voyez aucun inconvénient à laisser sortir mademoiselle? Aucun. Vous n'emportez que ce sac. Sonia lui tend le sac. Oui, j'ai là mon argent, mon mouchoir. Guerchard plonge son regard dans le sac. Inutile, je ne suppose pas qu'on ait eu l'audace. Sonia va pour sortir. Elle fait un pas, hésite, puis revient et prend son vêtement. Voulez-vous me permettre? Merci, je ne le mets pas. Oui, mais on a pu. Oh, avez-vous bien regardé dans les poches? Tenez, on dirait que celle-ci... Mais monsieur, c'est abominable. Quoi? Vous avez l'air... Oh, je vous en prie, mademoiselle, nous sommes parfois obligés. Le duc, sans bouger. Mademoiselle Sonia, je ne vois pas en quoi cette petite formalité peut vous déplaire. Mais... Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Sonia regarde le duc et cesse de résister. Guerchard fouille dans la poche désignée. Il y trouve le papier et le déplie. Plus rien. Je vous adresse toutes mes excuses, mademoiselle. Sonia va pour sortir et chancelle. Vous vous trouvez mal? Merci, merci, vous m'avez sauvé. Je suis sincèrement désolé. Non, ça ne fait rien. Oh, cette pauvre Sonia. Je vais lui parler. Ils sortent tous trois. Vous vous êtes lourdement trompé, Guerchard. Guerchard, qui n'a cessé de tenir le papier entre ses mains et de l'examiner. Je voudrais que personne ne sorte sans un mot de moi. Personne, excepté mademoiselle Sonia? Non, elle moins que tout autre. Je ne comprends pas. Monsieur le juge. Quoi? Dans le jardin, on a trouvé ce lambeau d'étoffe au bord du puits. Les concierges ont reconnu que c'était un morceau d'une robe à Victoire. Sacrebleu! Il prend le morceau d'étoffe. Voilà l'explication. Un assassinat. Il faut y aller, c'est possible après tout. D'autant plus qu'à propos du jardin, il y a des traces de plâtre, là, sous ce livre. Je les ai découvertes. Oui, il faut y aller. Non,
Tout au moins, il ne faut pas y aller pour chercher Victoire. Pardon, mon cher, mais ce lambeau d'étoffe... Ce lambeau d'étoffe? Avez-vous un chien, ou plutôt un chat dans la maison? Gerchard. Pardon, non, c'est très important. Oui, je crois, il y a une chatte, celle du concierge. Eh bien voilà, ce lambeau d'étoffe a été apporté ici par la chatte. Tenez, regardez les griffes. Voyons, c'est fou, ça ne tient pas debout. Il s'agit d'un assassinat, peut-être de l'assassinat de Victoire. Victoire n'a jamais été assassinée. Mon cher, personne n'en sait rien. Si, moi. Vous? Oui. Alors, comment expliquez-vous qu'elle ait disparu? Si elle avait disparu, je ne l'expliquerais pas. Mais puisqu'elle a disparu... Non. Mais vous n'en savez rien. Si. Hein, vous savez où elle est? Oui. Mais dites-nous tout de suite que vous l'avez vue. Oui, je l'ai vue. Vous l'avez vue? Quand? Il y a 2 minutes. Mais sacrebleu, vous n'êtes pas sorti de cette pièce. Non. Et vous l'avez vue? Oui. Mais sacré nom d'un chien, dites-nous alors où elle est, dites-nous-le. Mais vous ne me laissez pas parler. Alors parlez. Eh bien voilà, elle est ici. Comment ici? Comment serait-elle arrivée ici? Sur un matelas. Ah, ça, Gerchard, vous vous foutez du monde. Tenez. Il va vers la cheminée, écarte les chaises et le paravent. On aperçoit Victoire, bâillonnée, ligotée sur un matelas. Stupéfaction. Et là, elle dort bien. Il y a encore par terre le masque de chloroforme. Emportez-la. Vous n'aviez donc pas fouillé la cheminée, monsieur le commissaire? Mais non. C'est une faute, monsieur le commissaire, une faute impardonnable. Allons, vite, qu'on l'emporte. Mais sapristi, vous avouerez qu'il était matériellement impossible. L'agent et le commissaire emportent Victoire. À 4 pattes, c'est possible. Quand on est à 4 pattes, on voit 2 talons qui dépassent. Alors, n'est-ce pas? Ça bouleverse tout. Dans ces conditions, je n'y comprends plus rien. Je suis complètement dérouté. Et vous? Vous n'êtes pas dérouté, vous? Non. Est-ce que vous avez commencé votre enquête du côté du jardin? J'allais le faire, naturellement. D'autant que j'ai vu des choses intéressantes. Une maison en construction. Ils sortent. Scène 6. Le duc, puis Sonia, puis Gerchard. Le duc jette un coup d'œil sur la pièce à côté pour regarder si l'on ne le voit pas. Puis il tire le pendentif de sa poche et le regarde. Une voleuse. Sonia entre affolée. Pardon, pardon. Une voleuse, vous. Oh, Prenez garde, ne restez pas là. vous ne voulez plus me parler? Gerchard se doute de tout. Il est dangereux que nous causions là. Quelle opinion avez-vous de moi maintenant? Oh mon Dieu, mon Dieu! Parlez plus bas. Ah, que m'importe! J'ai perdu l'estime du seul être à qui je tenais. Peu m'importe tout le reste. Nous nous retrouverons, cela vaut mieux. Non, non, tout de suite. Il faut que vous sachiez. Il faut que je vous parle. Ah, mon Dieu, je ne sais plus quoi vous dire. Et puis, c'est trop injuste après tout. Elle, Germaine, elle a tout. Hier, devant moi, vous lui avez remis ce pendentif. Elle a souri. Elle était orgueilleuse. J'ai vu sa joie. Alors oui, je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris. Et si je pouvais lui prendre sa fortune? Je la hais. Quoi? Eh bien oui, je la hais. Comment? Ah, c'est une chose que je ne vous aurais pas dite. Mais maintenant j'ose parler. Eh bien, oui, je la hais. Le duc s'incline un peu sur elle. Sonia. Oh, je sais, ça n'excuse rien. Vous pensez, c'est bien trouvé, mais elle n'en est pas à son premier vol. Oui, c'est vrai, c'est le 10e, le 20e peut-être. Oui, c'est vrai, je suis une voleuse. Mais il y a une chose qu'il faut croire. Depuis que vous êtes revenu, depuis que je vous ai connu,
du premier jour où vous m'avez regardé, eh bien, je n'ai plus volé. Je vous crois. Et puis, si vous saviez comment cela a commencé, l'horreur de ça. Je vous plains. Oui, vous me plaignez, en me méprisant, avec dégoût. Ah, il ne faut pas, je ne veux pas. Calmez-vous, voyons. Écoutez, avez-vous jamais été seul au monde? Avez-vous jamais eu faim? Pourtant, dans la grande ville où j'agonisais, aux étalages, quand on n'a qu'à tendre la main, les pains d'un sou, c'est banal, n'est-ce pas? Continuez. Eh bien non, je ne l'ai pas fait. Mais ce jour-là, je mourrais, vous entendez, je mourrais. 1 heure après, je frappais à la porte d'un homme que je connaissais un peu. C'était ma dernière ressource. Je fus contente d'abord. Il me donna à manger, à boire, du champagne. Et puis, il me parla, il m'offrit de l'argent. Quoi? Non, je n'ai pas pu. Alors, je l'ai volé. J'aimais mieux ça, c'était plus propre. Ah, j'avais des excuses alors. J'ai commencé à voler pour rester une honnête femme. J'ai continué pour avoir l'air d'une femme honnête. Vous voyez, je plaisante. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Pauvre petite. Oh, vous avez pitié, vous êtes émue. Ma pauvre petite Sonia. Oh. Sonia se lève. Ils se regardent un instant, très près l'un de l'autre. Adieu. Adieu. Il hésite, comme s'il allait parler. Mais il entend du bruit et s'éloigne d'elle. Elle va pour sortir, entre Guerchard. Ah, mademoiselle, je vous cherchais. Le juge a changé d'avis. Il est impossible que vous sortiez. C'est une mesure générale. Ah. Nous vous serions même très obligés de monter dans votre chambre. On vous servira votre repas là-haut. Comment? Mais, monsieur... Elle regarde le duc. Il fait signe qu'elle peut obéir. Bien, je vais monter dans ma chambre. Scène 7. Le duc, Guerchard, le juge, le commissaire. Monsieur Guerchard, une pareille mesure. Ah, monsieur le duc, je suis désolé, mais c'est mon métier. Ou si vous préférez, mon devoir. D'autant qu'il se passe des choses que je suis encore seul à savoir et qui ne sont pas claires. Votre futur beau-père vient de se mettre au lit, ayant reçu ce télégramme. Le duc jette un rapide coup d'œil et hausse les épaules. Oh, et vous avez coupé là-dedans? Quelle fumisterie! Le juge et le commissaire entrent. Voyons, messieurs, je vous fais juge. Mon futur beau-père a reçu ce télégramme et monsieur que voici le prend au sérieux. Ah, donnez. 1000 excuses de n'avoir pu tenir promesse pour Diadème avait rendez-vous aux Acacias. Prière préparée ce soir, Diadème dans votre chambre, viendrait sans faute le prendre entre minuit moins un quart et minuit, votre affectueusement dévoué Arsène Lupin. Mais c'est idiot. Comment, vous, Guerchard, un homme? Eh bien, où est-il passé? Il a dû sortir. Tant mieux, nous pourrons dire 2 mots librement. Messieurs, il faut nous défier de Guerchard. Quand il croit avoir affaire à Lupin, il perd la boule. Ah ça, messieurs, si Lupin était venu cette nuit, si Lupin avait convoité le Diadème, il aurait cambriolé, tout au moins essayé de cambrioler, soit le coffre-fort de la chambre de Gournay-Martin, dans laquelle se trouve le Diadème, soit ce coffre-fort qui est ici et dans lequel se trouve la seconde clé. Évidemment. S'il n'a rien essayé cette nuit, quand il avait la partie belle, que l'hôtel était vide, il n'essayera pas maintenant que nous sommes prévenus, que la police est sur pied, que l'hôtel est cerné. Messieurs, cette dernière supposition est enfantine et inquiétante pour la mentalité de Guerchard. Il s'est appuyé sur le coffre-fort. À ce moment, il chancelle. La porte s'est ouverte brusquement. Guerchard sort du coffre-fort. Hein?
Vous savez qu'on entend très bien d'ici. Nom de nom, comment êtes-vous entré là-dedans? Entrer n'est rien, c'est sortir qui est dangereux. On avait laissé une cartouche sourde. J'ai failli sauter avec la porte. Comment êtes-vous entré, sacrebleu? Par le cabinet noir, il n'y a plus rien derrière. Allons donc. Gershard rentre dans le coffre et disparaît. Gershard réapparaît par la porte de droite au premier plan. On a fait sauter la plaque de tôle. Oh, c'est de la belle ouvrage. Et la clé du coffre-fort de là-haut, laquelle contient le diadème, cette clé y est, n'est-ce pas? Ah non, mais j'ai trouvé mieux. Quoi? Je vous le donne en 1000. Vous allez parler. Votre langue au chat? Gershard. La carte d'Arsène Lupin. Nom de nom.